à toutes et à tous, bienvenue à ce comptoir du jeudi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de voir et d'accueillir Raphaël Grasset, chercheur, enseignant à l'université. Tu nous diras exactement où tout à l'heure si tu veux bien. Et chef d'entreprise, puisque tu t'occupes de l'entreprise Trendy. Tu nous en parleras aussi tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Raphaël, de nous parler de l'impact de l'IA sur la formation, sur l'éducation, enfin l'enseignement, etc. Je te laisse la parole. Merci. À plus tard. Merci Brieux. Raphaël Grasset, donc aujourd'hui j'ai 3 casquettes. Je suis à la fois chercheur et enseignant à l'université de Nanterre et l'université de Paris. J'ai aussi une casquette d'entrepreneur avec Trendy, donc voilà, qui est une société d'innovation pédagogique que j'ai fondée il y a un peu plus de 3 ans, qui propose différentes activités. Pour vous en dire 2 mots, on a une activité de recherche. On a publié cette année une recherche sur les facteurs d'engagement en formation avec les Hauts-de-France. On a aussi une activité d'assessment psychométrique avec Cogmap et plus spécifiquement sur notre expertise qui est la formation avec Learning Coach, où on accompagne les apprenants et dans leur autonomie et les formateurs dans le changement de leur disposition pour trouver un équilibre entre le formateur expert et le formateur facilitateur. Voilà globalement qui je suis, donc chercheur en sciences cognitives de base. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'IA et justement de son impact sur la pédagogie. Et cette petite intervention est structurée en 2 parties. Une première partie sur l'approche fonctionnelle des IA pédagogiques et une seconde partie sur les risques avec les acteurs en jeu de l'intégration d'IA dans la fonction formation. Voilà, donc on a 2 parties assez claires qu'on va essayer de rendre un peu concrètes pour discuter de ça plutôt que de partir sur les peurs et les envies des réactions face à ChatGPT ou autre. On va essayer de réfléchir à un cadre dans lequel on peut penser l'utilisation de l'IA en pédagogie. Voilà. Alors pour faire ça, on va repartir de ce qu'on appelle le triangle pédagogique, qui a été défini en 86 déjà, et qui nous permet de mettre en relation les acteurs qui sont l'apprenant, le formateur et le savoir, dans toute relation pédagogique. Et chacun de ces acteurs est en relation avec les autres dans une approche fonctionnelle. Donc le formateur est en relation avec le savoir dans ce qu'on appelle la didactique. C'est comment je vais formater les connaissances, les savoirs d'un domaine spécifique pour les apporter à un apprenant. Donc on va avoir de la didactique de la musique, du sport, des mathématiques. Ça se fait de manière différente. On va avoir aussi la pédagogie. Donc la pédagogie, c'est la relation directe entre le formateur et l'apprenant. Comment je vais accompagner un apprenant à garder sa motivation, comment je vais accompagner un groupe d'apprenants à travailler ensemble, etc. Et on a enfin la relation directe entre l'apprenant et le savoir qu'on appelle la mathétique, qui est un terme qui a été fondé par Comenius au XVIe siècle pour décrire la relation entre l'apprenant et le savoir. Donc c'est toutes les stratégies cognitives et métacognitives qu'une personne va mettre en place pour accéder au savoir. Et donc, on va imaginer un petit peu les fonctions de l'IA dans ces 3 relations pour comprendre qu'il n'y a pas déjà une IA pédagogique, mais il y a des IA pédagogiques et que la puissance de tout ça va ressortir de la manière dont on va faire travailler toutes ces IA ensemble. Donc, on va commencer par la fonction didactique, qui est la conception, qui est aussi celle dont on parle le plus, et je vais vous donner des petits exemples pour avancer de manière concrète. La première, ça peut être d'utiliser l'IA pour de la curation, donc évaluer la pertinence de certains matériaux et trouver des sources qu'on aurait du mal à trouver pour créer des activités. Il y avait un modèle spécifique ChatGPT qui s'appelle Ariane, qui avait été entraîné il y a, au tout début ça fait déjà 1 an quasiment, hein, de la sortie de ChatGPT. Aujourd'hui, on arrive à le faire avec des modèles un peu plus généralistes. Pareil, pour générer des exercices, des devoirs ou des examens par niveau, il y avait un modèle qui avait été entraîné spécifiquement qui s'appelait Hayden. Mais aujourd'hui, avec un bon prompt bien rédigé, on arrive à le faire à peu près la même chose sans avoir recours à un modèle spécifiquement entraîné pour ça. On peut aussi aller plus loin
et envisager de l'ingénierie multimodale, c'est-à-dire de concevoir une même formation avec différentes modalités. Donc là, je vous cite des entreprises comme Synthesia, Egen ou autres qui permettent entre autres de prendre une vidéo je sais pas, d'un président ou d'un acteur célèbre qui pourrait nous faire un cours de compta, puisque en fait l'idée c'est que ça va générer une vidéo d'un acteur sur la base d'un texte qui va nous parler du texte. Donc en fait automatiquement ça fait du lip sync, ça génère le visuel de l'acteur qui bouge, etc. Donc on peut avoir un cours de compta avec Bob Sinclair ou un cours de japonais avec Anataway, si on veut, c'est possible. Mais en même temps, ça permet surtout en fait, de créer des multimodalités, c'est-à-dire de mélanger du texte, du son, de la vidéo, et de générer le même contenu de formation selon différentes modalités, et donc de le proposer à différents apprenants en fonction de leurs préférences. Et en allant encore plus loin, on peut prendre ces multimodalités et créer des parcours adaptatifs en fonction des spécificités de chaque apprenant. Alors, on verra un peu plus loin comment on peut récupérer les spécificités de chaque apprenant. Donc, il y a des modèles qui existent pour ça. Mais là, l'idée, c'est en fonction des caractéristiques de la manière d'apprendre des apprenants et aussi des caractéristiques de la thématique et de leurs compétences dans cette thématique abordée, proposer à chaque apprenant un parcours vraiment spécifique. Et donc là, on voit quelques entreprises qui le font, comme Didask ou 3E Innovation avec Stork, qui proposent ce genre de parcours. Mais là, on est déjà sur une avancée un peu plus importante où on combine différentes modèles d'IA à travailler ensemble pour créer cette ingénierie adaptative. Donc voilà, donc la fonction didactique, ça peut aider la conception en fait, de ressources pédagogiques. Et ensuite, si on passe à la fonction pédagogique, le support en lui-même, comment on va accompagner l'apprenant. Mais là, on peut aussi donner des exemples qui existent, donc entre autres de remédiation. Canmingo, donc de la Khan Academy, qui est un chatbot dédié à la remédiation cognitive, va expliquer à l'apprenant le cheminement qu'il a fait mentalement pour se tromper. Et donc remonter en fait le cheminement mental pour trouver la source de l'erreur et aider l'apprenant à comprendre pourquoi il a fait cette erreur. Et ça fonctionne quand même assez bien. Une autre chose qu'on peut imaginer aujourd'hui avec des IA, c'est l'animation de formation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ça peut paraître un peu fou, mais il y a quelques mois, il y a des IA qui sont sorties en Chine qui permettent aux influenceurs de s'enregistrer pendant quelques heures à parler d'un produit ou autre. Et ensuite, il y a un modèle qui peut générer quasiment une chaîne H24 de l'influenceur qui va vendre ses produits tout en interagissant avec les commentaires des individus qui regardent sa chaîne. Donc aujourd'hui, ce sont des modèles d'IA qui sont utilisés d'un point de vue marketing, mais qu'on pourrait très bien envisager dans la formation, avec des chaînes de cours ou de l'animation de formation, où les apprenants peuvent interagir avec le formateur. On peut parler aussi d'évaluation de l'apprenant. Donc, par exemple, Duolingo fait ça très bien. Donc, petite application d'apprentissage des langues qui a développé des modèles bayésiens de calcul de probabilité de à quel point quelqu'un sait quelque chose selon la manière dont il se trompe, qui sont extrêmement précis aujourd'hui. Donc, en fait, on peut avoir des évaluations extrêmement précises grâce à l'IA, beaucoup plus que juste avec une évaluation classique formative qu'on peut avoir. Et enfin, récemment, j'avais entendu parler de M-learning, comme du e-learning pour motivation learning. Alors aujourd'hui, je pense que c'est surtout du marketing, mais on peut imaginer justement réussir à modéliser sur la base des modèles disponibles en sciences cognitives les leviers de motivation de l'apprenant et savoir quand jouer avec pour relancer l'apprenant ou repérer qu'il peut avoir des problématiques de motivation et donc des risques de décrochage. Ça aujourd'hui, pour être honnête, j'ai pas encore vu de modèle qui travaillait là-dessus, mais je sais qu'il y a dans les laboratoires, on travaille aussi beaucoup sur l'IA émotionnelle en ce moment, et donc c'est un premier pas vers ça, quoi. Donc voilà pour la fonction pédagogique, comment on va encadrer, accompagner l'apprenant en l'aidant avec de la remédiation, de l'évaluation hyper précise, de l'animation qui est interactive, etc. Et le troisième pan auquel on peut penser, c'est la fonction mathétique, c'est-à-dire l'individualisation, comprendre en fait qui on a en face de soi
et lui proposer un parcours complètement dédié. Donc, la première option à laquelle on peut penser, c'est l'idée de définir le profil de l'apprenant en termes de ses spécificités dans son rapport au savoir, dans ses comportements autodirectifs, dans sa perception qu'il peut avoir de son environnement. Et ça, entre autres, Learning Coach, qu'on produit chez Trendy, permet de le faire au travers d'un test psychométrique basé sur des modèles d'IA bayésiens. Et donc de savoir très rapidement, en quelques minutes, qui est l'apprenant que j'ai en face de moi. Et ensuite, on peut intégrer ces données dans d'autres modèles avec une API ou autre pour proposer des parcours personnalisés d'un point de vue didactique, comme on l'a vu précédemment. On peut aussi envisager une aide à l'orientation de l'individu, je sais qu'il y a certaines IA qui commencent à le faire, Open Format Pro ou quelque chose comme ça, qui propose une IA qui s'appelle Orientia. Ce qui est difficile ici, c'est de comprendre le contexte de l'individu, puisque les IA génératives qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément très contextualisées. Et donc l'idée, c'est de comprendre d'où vient la personne, quel est son environnement actuel, et comment l'amener dans un parcours qui va lui correspondre, tout en respectant une certaine ontologie de connaissances qui va être réaliste, de faire des liens entre les connaissances qui vont être réalistes et qui vont pouvoir être accessibles. Voilà. Mais ce genre d'IA peut aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle les générateurs d'EPA, donc environnement personnel d'apprentissage. Chacun d'entre nous, en tant qu'apprenant ou en tant qu'être humain, tout simplement, avons un environnement d'apprentissage qu'on s'est construit au travers d'êtres humains qui nous entourent, de ressources de livres, de ressources d'informatique, en allant de Google à ChatGPT ou autre. Et parfois, on n'a pas forcément conscience de cet environnement, donc c'est comment l'IA peut nous aider à en prendre conscience et à l'enrichir avec des ressources qui vont être pertinentes. Là encore aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, mais il n'y a rien qui n'existe dans le, dans le champ disponible d'un point de vue outil. Voilà. Et enfin, la mathétique, ça reste quand même un aspect assez peu travaillé dans dans tous nos domaines pédagogiques. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez le terme avant ce soir. Donc voilà, mais il y a encore d'autres choses à voir, à mon avis, qui vont apparaître dans les mois et années à venir de ce côté-là, pour vraiment prendre en compte les spécificités de l'apprenant et l'accompagner dans son rapport au savoir directement. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai essayé d'établir un petit calendrier de disponibilité de toutes ces fonctionnalités d'IA qui existent ou qui pourraient apparaître. Ça bouge tellement vite que je ne m'engage absolument pas sur cette slide qui est très hypothétique. Mais voilà, à court, moyen et terme, on peut quand même envisager certaines choses. On voit qu'il y en a déjà pas mal qui sont disponibles et qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître sous peu. Depuis les premières réflexions que j'ai eues sur le sujet et nos groupes de travail à l'université, il y a déjà des choses qui sont quasiment, en termes d'ingénierie multimodale et adaptative, qui sont déjà disponibles quasiment commercialement et qui d'ici un an le seront totalement et seront intégrées aux principaux logiciels disponibles sur le marché. Donc voilà pour faire un peu le point déjà sur une manière de penser l'IA, et non pas l'IA singulière, mais les IA pédagogiques, et de comprendre que ça va être la combinaison de tous ces modèles entre eux qui vont permettre de proposer une expérience pédagogique à l'apprenant qui va être vraiment enrichissante et qui va avoir un intérêt au-delà de pouvoir discuter avec un chatbot comme on le voit aujourd'hui. Mais il va falloir réfléchir à tout ça et qu'est-ce qu'on va proposer à l'apprenant. Au-delà de ce cadre de réflexion que je vous propose et qui, j'espère, vous inspirera et vous posera des questions, ça pose aussi la question, parce que le titre de la conférence s'appelait un petit peu le triangle des Bermudes de l'IA pédagogique, des victimes, puisque dans le triangle des Bermudes, il y a des gens qui disparaissent, de ces IA pédagogiques. Et donc, on va voir comment ces IA peuvent remettre en cause à la fois la posture du formateur, de l'apprenant et du savoir. Pour le formateur, j'aimerais passer par rappeler en fait l'existence des robots qu'on a un peu oubliés avec l'IA aujourd'hui, mais qui ont fait des bons qualitatifs depuis une dizaine d'années et qui vont bientôt de nouveau arriver sur le marché. Certains sont déjà utilisés, hein,
On a Atlas ici de Boston Dynamics. Alors, j'ai une vidéo de l'évolution d'Atlas sur 10 ans qu'on mettra peut-être en lien de cette petite conférence juste à côté. Et vous pourrez regarder, vous verrez l'évolution en 10 ans. On a l'impression de voir un enfant qui devient enfin autonome. C'est assez impressionnant. Et certains robots de Boston Dynamics sont déjà très utilisés dans le milieu industriel. On voit qu'en termes de structure, ils ne sont pas forcément à mettre dans une salle de classe aujourd'hui, mais encore une fois, je note qu'il y a pas mal de laboratoires qui travaillent aussi sur des robots plus humanoïdes qui permettent d'exprimer des émotions et de les comprendre. Et ça s'intégrera beaucoup plus facilement dans les classes ou dans les OF dans lesquels vous travaillez. Donc la disparition du formateur, c'est un peu provoque comme titre, mais en même temps, je suis allé regarder en fait quand on combine cette capacité robotique et cette capacité d'intelligence artificielle, à quel point ça touche ce que peut faire aujourd'hui un formateur, ou en tout cas ce qui est attendu d'un formateur, au travers, entre autres, du titre RNCP de formateur professionnel d'adulte. Donc je suis allé prendre le titre et je suis allé regarder en fait ce que la combinaison entre des robots et des IA pouvait permettre ou ne permettait pas encore. Donc, pour le titre RNCP, la première partie, c'est la conception et la préparation de formation. Donc, comme on l'a vu dans la première partie de cette petite conférence, les IA génératives permettent de concevoir des parcours et des modules de formation de manière assez facile aujourd'hui. Donc ça, déjà, ce n'est pas la partie la plus difficile à remplacer. Animer une formation et évaluer les acquis des apprenants. Donc là, bien évidemment, c'est l'animation de la formation qui reste encore un petit peu difficile aujourd'hui, mais je vous parlais tout à l'heure des IA chinoises qui permettaient déjà en fait de faire de l'interaction au travers de vidéos et de modèles. YouTube est aussi en train de travailler, comme Netflix, sont aussi en train de travailler sur des modèles d'IA qui permettent d'interagir avec les vidéos qu'ils proposent. Donc, il y a des choses qui sont dans les tiroirs, qui risquent d'arriver dans les mois et les années à venir, qui vont grandement faciliter ce qu'aujourd'hui on n'imagine pas comme faisable. Bien sûr, on peut imaginer que l'humain apporte une autre qualité dans la gestion des émotions ou autres, mais aujourd'hui, on voit que les IA sont déjà beaucoup plus poussées en termes de reconnaissance d'émotions des apprenants, par exemple, que des humains. Là où un humain peut reconnaître une émotion à la voix, il peut réussir à peu près 77% du temps, une IA, c'est 97%. Donc, et puis une IA, ça se fatigue pas, un robot, ça se fatigue pas. Donc, pour surveiller une salle de classe entière, vérifier le niveau d'attention des uns et des autres en temps réel sans se tromper, ça, c'est des choses qui peuvent être faites de manière beaucoup plus poussée qu'un humain. Donc bon, c'est pas pour dire que ça va remplacer forcément l'humain, parce qu'il y aura des freins comme on va les voir par la suite, mais petit à petit, il ne faut pas imaginer que ça puisse jamais faire ce travail-là. Accompagner les apprenants en formation, là on a un peu plus de rouge et d'orange parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de comprendre en fait le contexte individuel de chacun. Et ça, pour l'instant, les IA ont encore du mal à le faire. Là où en tant qu'être humain, on peut comprendre plus facilement parce qu'on peut se relier à la personne. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu la limite. C'est peut-être le point le plus critique. Et enfin, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité. Mais alors ça, c'est tout à fait envisageable. Il y a des modèles qui existent, qu'on appelle des modèles adversiaux, qui permettent en fait à deux IA de se tester l'une l'autre, on va dire, pour faire simple. Et donc, on peut imaginer avoir une flotte de robots formateurs qui font des petites expérimentations pédagogiques chacun dans leur coin et toutes les nuits mettent en commun toutes leurs données pour vérifier quelles sont les expérimentations qui ont le plus marché. Et donc, ça fait de l'analyse de pratiques professionnelles automatisée, quotidienne, et qui peut, même si aujourd'hui ils ne sont pas forcément très bons, permettre d'améliorer très 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 rapidement toutes ces IA et ces robots qui pourraient investir les salles de formation. C'est un peu ce qui se passe avec les Tesla aujourd'hui, c'est-à-dire que les Tesla, c'est pas une entreprise de voitures, c'est une entreprise de données, puisque toutes les nuits, toutes les Tesla du monde entier renvoient des gigaoctets de données aux serveurs centraux de Tesla pour améliorer les modèles qui ensuite sont renvoyés dans les voitures pour améliorer la conduite au fur et à mesure. Donc on pourrait très bien imaginer la même chose avec une flotte de formateurs qui améliorent leurs pratiques pédagogiques chaque jour et chaque nuit, alors que nous, on dort. Voilà, donc c'est un petit peu provoque, mais en même temps, ça permet de réfléchir à la place du formateur
plus tard, donc justement, et à interroger son besoin, son changement de posture. Peut-être que la posture, c'est pas la posture d'un formateur expert sur son domaine, parce que ça, l'IA peut apporter la connaissance, on va dire, en tout cas théorique, déclarative, mais peut-être un formateur plus facilitateur, qui va accompagner les dynamiques collectives de groupe et individuelles. La disparition du savoir. Alors, si on se met d'accord sur le fait que le savoir, c'est un ensemble d'informations socialement acceptées comme vraies, c'est-à-dire que c'est accepté à un moment donné de l'histoire, donc c'est dans un d'espace et de temps, et ben on peut imaginer que ça puisse poser problème, les IA. Déjà, aujourd'hui, on parle pas mal d'infodivertissement, hein. Récemment, j'étais sur mon téléphone, j'ai vu une pub pour TikTok qui disait que TikTok était une plateforme de learning. Donc, alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui font du super contenu, hein, dessus, et qui est du contenu apprenant, ça, c'est pas un souci. Mais à quel moment on place la limite entre justement l'infodivertissement dans lequel on baigne un petit peu, et l'acquisition de connaissances, de compétences, de savoir? Et ben ça pose déjà cette question-là. Au-delà de ça, on connaît bien l'idée des fake news. Comment on va différencier les vrais des faux savoirs? Et au-delà de ça, les entreprises qui nous fournissent ces modèles d'IA, quels sont les filtres qu'ils mettent sur les savoirs? On n'en sait rien, on n'a pas la main dessus. Donc c'est pour ça on ne peut pas dire que c'est du savoir, dans le sens où c'est pas socialement accepté, puisque c'est une minorité de personnes au sein d'une organisation qui disent que ce savoir-là qui est fourni par les IA est correct. Et par exemple, Meta, donc Facebook, a sorti un modèle récemment qui s'appelle Donuts, qui vise à numériser un peu comme un gros OCR l'ensemble des articles scientifiques mondiaux, de les comprendre et de les modéliser, et d'en faire quelque chose. Et alors après, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent qu'est-ce qu'ils mettent en avant en termes de savoir? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent comme vrai dans ces articles scientifiques qui parfois font échanger des points de vue contradictoires? Eh ben, nous, on ne le saura pas. C'est eux qui vont décider un petit peu de ça dans la construction de leur modèle. Et donc, en quoi est-ce que c'est socialement accepté? On peut le questionner. Aujourd'hui, les IA, elles travaillent beaucoup sur du savoir déclaratif, ce qui est lié aux connaissances, et assez peu sur du savoir procédural, c'est-à-dire la manière de bouger, d'agir avec son corps pour réaliser une compétence. Et donc ça limite un petit peu aussi le savoir dans lequel on s'inscrit, puisqu'on va beaucoup plus travailler avec notre tête qu'avec notre corps. Et enfin, là encore une fois, le petit moment provoque, savoir carbone versus savoir silicone. Est-ce que les IA vont produire un savoir qui sera le leur et qui nous sera un peu étranger, dans le sens où nous-mêmes, on ne pourra pas vraiment se l'approprier ou comprendre ou être en mesure d'évaluer sa justesse? Voilà, par exemple, il y a quelques années, il y avait IBM Watson qui avait réussi à créer en fait des nouvelles molécules de goût dans une collaboration entre des chefs cuisiniers et l'IA, pour proposer de la nouveauté. Et donc, c'est vraiment, en fait, là, une découverte de l'IA que les chefs cuisiniers n'étaient même pas en mesure d'appréhender, en fait. Donc, là, c'est sur un domaine très précis, mais de manière globale, peut-être que les IA vont créer aussi de la connaissance, des savoirs qu'on ne sera pas en mesure d'appréhender en tant qu'humain. Donc, voilà. Et enfin, la disparition de l'apprenant. Est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre aujourd'hui dans un monde d'IA tel que génératif, tel qu'on l'a aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur le concept de mémoire transactive, qui est l'idée de déporter une partie de ses connaissances à l'extérieur de soi. Les livres sont une mémoire transactive, Google était une mémoire transactive, aujourd'hui ChatGPT est une mémoire transactive, tout comme l'est votre collègue de travail ou votre époux ou votre épouse qui sait où sont les clés de la voiture. Mais ce qui se passe, c'est que souvent aujourd'hui, on voit que les personnes, elles attendent le dernier moment pour aller demander à l'IA de les aider à réaliser leurs besoins de compétences ou de connaissances, sans avoir une combinaison. Et donc, en fait, elles se délestent de ces connaissances qu'elles n'ont pas besoin d'avoir en elles. Et le problème, c'est que c'est OK de délester une partie de ses connaissances, parce qu'on ne peut pas tout savoir, mais pour réfléchir, pour poser un projet, pour avoir une pensée critique, il faut quand même avoir en soi une partie de ses connaissances avant de se laisser porter par l'IA.
Et donc ça, c'est une problématique. Donc ça rejoint un peu le rapport au temps que j'évoquais, qui est un peu un just-in-time learning, hein, dont on parle depuis quelques années, mais qui s'accélère. Et ça pose problème aussi par rapport à ça. On ne se donne plus le temps d'apprendre, qui est un temps souvent un peu long, qui a besoin de relier aux connaissances passées, donc de faire des liens, etc. Et ça disparaît de plus en plus avec l'apparition des IA. Ça rejoint ce point-là, apprentissage pratique versus intellectuel, rejoint un petit peu le point de la slide précédente, on met beaucoup en avant les apprentissages intellectuels déclaratifs versus des apprentissages plutôt pragmatiques, pratiques, qu'on pourrait expérimenter dans la vie de tous les jours ou plus procéduraux, quoi. Donc voilà, ça remet un peu en place. Et donc là, petit point provoque encore à la fin. Vous connaissez peut-être Neuralink, qui est une des sociétés d'Elon Musk qui se promet de nous télécharger des connaissances directement dans le cerveau, comme dans le film Matrix, quand il doit piloter un hélicoptère au dernier moment. Donc ça, aujourd'hui, moi j'ai un peu plus de mal à y croire, mais c'est quelque chose qu'on veut nous faire envisager. Aujourd'hui, on arrive assez bien à savoir ce qui se passe dans le cerveau et à l'extraire. C'est-à-dire qu'on a déjà, sur des chats, réussi à savoir si le chat pensait à un autre chat ou à son maître. Donc on arrive à commencer à formaliser les pensées en lisant les neurones directement. Ça, on arrive à le faire. Mais arriver à faire l'inverse, c'est-à-dire imposer sur un substrat biologique une certaine connaissance d'une forme X, ça, aujourd'hui, ça reste un petit peu de la science-fiction, à mon avis. Mais bon, ça peut en même temps questionner, avec les évolutions scientifiques, le rapport, le besoin de l'apprenant. Est-ce qu'on aura encore besoin d'apprendre dans 20, 30, 40, 50 ans? Voilà, donc ces 3 slides, elles étaient un petit peu pour faire réfléchir par rapport à notre rapport à l'apprendre et à l'IA et son utilisation dans la pédagogie. Bien évidemment, il y a des freins à tout ça. Il y a des freins aux IA pédagogiques. Les premiers sont les coûts. Créer un modèle comme ChatGPT, c'est quasiment 100 millions de dollars et ça coûte 700 000 dollars par jour à entretenir. Alors aujourd'hui, ils sont rentables, hein, mais tout le monde ne peut pas non plus se payer ces outils-là. Ça a aussi des coûts écologiques. 66 requêtes ChatGPT, ça équivaut à 1 km en voiture en termes de CO2. Donc, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des milliards de requêtes qui sont faites chaque jour pour ce genre de modèle, et ben, ça peut questionner aujourd'hui dans notre monde quelle est l'empreinte écologique qu'on veut avoir avec ces IA et est-ce qu'on peut l'appliquer en pédagogie, est-ce que ça a un intérêt? Il y a des freins aussi au niveau des besoins. Il y a de nombreuses plateformes différentes. On commence à voir apparaître depuis quelques mois des formats qui permettent d'intégrer les IA de manière assez simple et de permettre aux IA de discuter entre elles, on va dire, au travers d'API ou d'autres formats de données échangeables. Mais tout n'est pas encore fait. Il y a encore beaucoup de domaines où ce n'est pas encore accessible. Et on sait aussi que les IA spécifiques sont beaucoup plus performantes que des IA généralistes. Donc en fait, aujourd'hui, on utilise quasiment tous ChatGPT 4.0 dans nos activités, mais il y a aussi des modèles qui existent pour le droit, pour la santé, etc. Et ces modèles sont plus précis et plus performants, mais il n'y a pas encore des modèles qui existent dans tous les domaines. Donc, en fonction des besoins qu'on peut avoir dans un domaine, on peut être amené à utiliser un modèle généraliste ou à se dire bah, je préfère ne rien utiliser en attendant qu'il y ait quelque chose de plus précis qui sorte. Enfin, en termes d'accessibilité, donc je parlais d'interopérabilité des modèles juste avant, mais c'est aussi l'accessibilité dans les logiciels qu'on utilise tous les jours. Si vous utilisez Articulate en tant qu'ingénieur pédagogique ou d'autres, voilà, de plus en plus, il va y avoir le petit bouton qui va permettre de générer automatiquement, qui va permettre de faire les liens, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore là dans tous les domaines et ce n'est pas encore là dans tous les logiciels. Adobe avait très bien fait ça avec Photoshop, puisqu'il a intégré Firefly, donc son IA de génération d'images, dès le début, quasiment dès le début de l'année 2023, juste avec un petit bouton dans Photoshop. Et donc ça s'est démocratisé très très rapidement. Et donc ça, on y va de plus en plus, l'accessibilité devient de moins en moins un frein aujourd'hui.
On peut avoir des freins de réglementation. Alors, aujourd'hui, les Chinois, bon, il n'y en a pas trop chez eux. C'est pas trop un problème d'utiliser des IA pour surveiller. Même, je sais qu'il y a des boîtes en Chine où ils ont des électrogrammes dans les casques, dans des casques de chantier pour vérifier que la personne n'est pas trop fatiguée. Alors, c'est pas parce qu'on veut prendre soin de sa santé, mais c'est parce qu'on veut qu'elle soit performante. Et donc, surveiller en fait la performance des personnes. Aux États-Unis, on évoque quelques petits biais. Donc en fait, on a quelques problèmes de conscience sur tout ça en termes d'éthique, mais en réalité, derrière, à partir du moment où il y a du business à faire, les Américains, ça ne va pas trop leur poser problème. Et en fait, finalement, ce qui nous reste, c'est en Europe, peut-être, on essaye de mettre des garde-fous, mais combien de temps on va réussir à le faire? C'est une question qu'on peut se poser parce que le reste du monde continue d'avancer. Et donc, c'est bien joli d'avoir une éthique, etc. Mais comment on fait pour combiner l'utilisation éthique de l'IA, à la fois aussi écologique, en termes d'environnemental, et en termes de biais qu'on peut introduire dans les modèles et dans les sources de données, et comment on peut continuer à avancer et à proposer des produits innovants et utiles. Donc la réglementation peut être un frein, mais à mon avis, ça ne va pas freiner grand-chose sur le long terme, quoi. Et le plus grand frein auquel je pense, ça reste les freins humains, en particulier psychologiques. Quand on voit l'inertie de certains acteurs qui vont vouloir sauvegarder leurs emplois. Je dis ça pour les formateurs, juste comme ça en passant. Mais aussi par conviction personnelle de dire je ne veux pas utiliser ces modèles-là ou je les utilise de manière éthique et réfléchie justement pour des raisons écologiques, pour des questions de biais sociaux, etc., qui peuvent être introduits dedans. Donc, tout ça nous donne un peu une liste de freins qui vont permettre quand même d'éviter de trop s'emballer. Mais ma petite prédiction, qui risque peut-être d'être fausse, c'est de se dire que pendant les 4-5 années qui viennent, on va tomber dedans à plein nez, on va vraiment foncer dedans dans son utilisation, même parfois peu utile. Et puis, on en reviendra peut-être un peu plus tard dans une utilisation plus réfléchie et voilà. Mais en attendant, on va devoir faire avec. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour gérer tout ça? Eh ben, déjà, c'est comprendre le fonctionnement de ces modèles-là, les capacités et les limites de ces IA pédagogiques. Donc là, c'est peut-être aller mettre le nez dedans, faire des essais, aller peut-être réfléchir à comprendre les mathématiques qu'il y a derrière, si on veut vraiment aller plus loin pour comprendre vraiment les limites, parce que ce n'est pas des modèles parfaits. On peut aussi ne pas adopter ces modèles d'IA dans une simple optique de rentabilité financière. C'est des modèles qui peuvent coûter cher, et moi j'ai des clients qui m'appellent pour me demander de les accompagner sur l'intégration d'IA pédagogique dans leurs outils, dans leur parcours pédagogique et autres. Et en général, je leur dis, en fait, vous allez payer, mais vous avez le choix de qui vous allez payer. Est-ce que vous allez payer des entreprises privées type OpenAI en utilisant leur AI, leur API directement, voilà. Ou alors, est-ce que vous allez utiliser des modèles open source, etc. Mais derrière, il faudra quand même payer des serveurs. Donc, en même temps, utiliser l'IA aujourd'hui, ça a un coût. Et des petits OF qui dépendent du PRF ou des choses comme ça, ils ne peuvent pas forcément tous se le payer. Donc, à voir comment on intègre ça, mais de ne pas imaginer juste la rentabilité financière non plus d'utiliser ces modèles. Parce qu'ils permettent quand même de faire gagner aussi beaucoup de temps sur certaines fonctions. Entre autres, avant l'été, on avait un client d'un organisme public que je ne citerai pas qui disait non, nous, l'IA jamais. Et en 6 mois, ils ont complètement changé de fusil d'épaule. Voilà. Donc, ne pas tomber dans le panneau juste pour ça. Et enfin, le point de vue qui me paraît le plus intéressant, c'est aujourd'hui, donc je vous ai parlé de ces approches fonctionnelles qui permettent d'imaginer les IA pédagogiques combinées les unes aux autres pour trouver en fait un usage intéressant. Ce serait d'inventer l'usage de l'IA dans un paysage de l'apprenance. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc l'apprenance, c'est un ensemble de dispositions favorables à l'acte d'apprendre qui a été formalisé par Philippe Carré à l'université. Et je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui inventent et qui nous proposent ces modèles d'IA ont une approche un petit peu ancienne des paradigmes d'apprentissage où on peut imaginer que
apprendre quelque chose, c'est ou enseigner quelque chose, c'est transférer du contenu dans la tête de quelqu'un, un peu dans la métaphore de l'arrosoir qu'on déverse dans un cerveau. Alors que ça fait une vingtaine d'années, au travers de la société cognitive de l'Union européenne, de l'apprenance, voilà, du user-centric, etc., qu'on essaye de changer l'approche qu'on a de ce que c'est qu'apprendre, de ce que c'est qu'enseigner. Est-ce que c'est possible d'enseigner? Est-ce que c'est possible de former quelqu'un? Ou est-ce que c'est possible de créer les conditions pour que cette personne se forme? Et c'est des approches pédagogiques différentes. Et aujourd'hui, les personnes qui créent ces IA ne sont pas vraiment dans cette dynamique-là et on risque de repartir en arrière si on n'imagine pas des usages qui s'inscrivent dans cette dynamique d'apprenance. Voilà un petit peu les 3 points avec lesquels je vous laisse aujourd'hui. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me recontacter. Et voilà, Brieux, si tu veux finir, clôturer. Merci beaucoup, Raphaël. C'est super éclairant, c'est interpellant, je pense c'est une bonne base pour avoir des échanges riches avec les formateurs et de concevoir avec eux la pédagogie de demain en utilisant les outils qui sont à notre disposition. Donc, je trouve que vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Merci, Raphaël. À bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. Au revoir.